Nous rapprochons offre et demande d'emploi, nous trouvons les compétences où nous les créons pour les besoins des entreprises. Évidemment, le MEDEF est actuellement la première organisation patronale française en termes de représentativité. Un champ des possibles technologiques avec l'intelligence artificielle qui s'ouvre et qui, en tout cas moi je le crois, va créer un espèce de nouvel Eldorado, en tout cas qui va apporter beaucoup de changements. Quel a été votre plus gros fail ? On a chaviré, cassé, on a failli perdre le bateau et le marin. On a sauvé le marin, on a perdu le bateau. On va démarrer, donc on peut y aller. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à Barcelone. Merci Sarah d'avoir accepté de te prêter à l'exercice avec moi. Merci à la Chambre et à Christian de nous avoir donné cette opportunité. Et merci pour ceux qui regarderont l'épisode en vidéo, à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Donc on a essayé d'additionner un peu nos champs de compétences avec Sarah. On est tous les deux entrepreneurs ici à Barcelone. Sarah plutôt dans la communication et moi plutôt autour de la tech et de l'intelligence artificielle. Du coup, Christian a très bien introduit ce podcast avec l'optimisme ambiant. Et c'est un peu la coloration qu'on a eu envie de lui donner nous, parce que en tant qu'entrepreneur barcelonais, on est par nature des grands optimistes. Et on s'est dit que vous aussi, potentiellement. Donc voilà, on va vous poser un certain nombre de questions, Samuel, sur cet ensemble de choses. Est-ce que peut-être pour démarrer, on reviendra à vous après, mais vous pourriez vous présenter en 2-3 phrases, très simplement. Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, je suis venu ici à Barcelone juste un déplacement éclair pour hier soir rencontrer les équipes actuelles. Nous sommes une entreprise patrimoniale en France qui opère dans le domaine de l'emploi, de l'intermédiation sur le marché du travail. Nous rapprochons offre et demande d'emploi, nous trouvons les compétences où nous les créons pour les besoins des entreprises. Et on opère sur l'ensemble du marché français, en métropole, mais aussi dans les territoires ultramarins. Et donc, nous sommes sur ce marché où il y a 2000 acteurs, le 5e acteur en France, mais potentiellement, nous pensons devenir le premier acteur français, puisque devant nous, il n'y a que des opérateurs internationaux et étrangers. Et donc, dans le cadre des opérations de croissance externe, nous avons repris une entreprise il y a 3 ans maintenant, qui avait déjà une petite implantation ici à Barcelone dans le domaine du recrutement, du search et du RPO, dans l'acquisition de talents, qui s'appelait WeNeed, et que nous avons transformé en Actual Talent hier soir, pour porter un nouveau projet de développement ici en Espagne. Donc c'est effectivement pour de bonnes raisons que je suis ici à Barcelone, et pour aussi rencontrer les équipes et construire, préparer le début de l'histoire d'Actual ici en Espagne. Voilà. Et donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette fois-ci, avec ma deuxième casquette du MEDEF, vice-président du MEDEF, où nous avons une actualité évidemment très soutenue actuellement pour de multiples raisons que je vais être amené à vous préciser si vous le souhaitez. Magnifique. Et déjà, félicitations pour du coup ce changement. Merci. Et je voudrais rebondir sur votre casquette plutôt au MEDEF. Oui. Le MEDEF, c'est un mot, un nom qu'on connaît, mais finalement, tout le monde ne comprend pas tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que déjà, pour poser les bases de cette discussion, vous pourriez nous rappeler ce qu'est le MEDEF et surtout, quel est votre impact et quels sont les enjeux du coup pour les entrepreneurs derrière quand on parle de vous ? Merci pour cette question, parce que effectivement, le MEDEF, c'est une organisation patronale dans laquelle je suis engagé depuis plus de 20 ans, dans le cadre d'un MEDEF territorial, un MEDEF région, et puis maintenant au niveau national. Et évidemment, l'action du MEDEF, c'est de fédérer les entreprises sur le territoire national pour échanger, mais contribuer au débat public sur les orientations politiques qui sont prises, notamment en direction des acteurs économiques. Et donc, suivant les périodes, notre rôle varie. Parfois, on est en défense, parfois on attaque. On a eu des MEDEF de combat, des MEDEF de proposition. Et donc là, on est dans une nouvelle séquence avec des échéances importantes qui sont à venir, avec des décisions importantes s'agissant des finances publiques. On essaie de contribuer de façon rationnelle dans le débat pour essayer d'aider nos politiques à prendre les bonnes décisions.
Et puis, bien sûr, au-delà des propositions, on est aussi en accompagnement des entreprises dans les territoires pour les aider à se développer. La raison d'être du MEDEF, c'est de militer pour une croissance responsable. Cette raison d'être, militer pour une croissance responsable, ça veut dire que nous pensons vraiment, nous avons la conviction profonde qu'on ne peut pas avoir un modèle autre que celui qui s'appuie sur une croissance durable. Mais cette croissance durable, ce n'est pas la croissance pour la croissance, elle doit aussi être associée à une dimension de respect des enjeux, notamment humains et environnementaux. Et donc c'est pour ça que cette dimension responsable est très importante pour tout simplement accompagner les transitions qui sont nécessaires et sur lesquelles on doit tous avoir une action forte, avec aussi ce sentiment que finalement, les entreprises sont porteuses de solutions. Les entreprises ne sont pas le problème, elles sont porteuses de solutions. Et si on s'appuie sur les acteurs économiques, on peut évidemment mener des politiques publiques qui sont plutôt efficaces. Mais pour ça, il faut créer les conditions d'encourager les entreprises pour qu'elles puissent créer de la richesse. Et cette richesse créée permet évidemment bon nombre de choses ensuite, en matière d'innovation, mais aussi en termes de financement du modèle social. Donc tout ça, c'est très vertueux. Et donc le rôle du MEDEF, c'est de défendre les intérêts de ceux qui entreprennent, favoriser l'entreprise, favoriser l'activité économique, et puis de contribuer au débat public. J'aimerais rebondir sur un point. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de Français qui s'expatrient, ou en tout cas qui s'ouvrent à l'international. Vous-même, vous avez, avec votre boîte, vous êtes en Espagne. Pour vous, la réussite de l'entrepreneuriat français passe aujourd'hui forcément par une phase d'internationalisation ou d'expatriation ? J'ai oublié de vous dire aussi que, évidemment, le MEDEF est actuellement la première organisation patronale française en termes de représentativité par les mandats, mais aussi le nombre d'adhérents, plus de 200 000 entreprises. On représente la plupart des branches, une centaine de branches professionnelles, plus les adhésions directes, etc. Donc ça nous permet d'avoir aussi un peu le poumon et la température de ce qui se passe au niveau ambiance. Et effectivement, je crois pouvoir dire que par nature, un entrepreneur, c'est effectivement quelqu'un qui est optimiste, enfin qui croit en l'avenir et qui innove, qui prend des risques. Et qui a besoin, pour prendre des risques et innover et investir, d'avoir une forme de stabilité et de visibilité sur le cadre qui lui est donné. C'est ce qui fait un peu défaut actuellement au niveau français. Et donc, par rapport au sondage que vous avez évoqué sur la situation ici en Espagne, sur le fait qu'il y ait une belle majorité de 55%, je crois, d'Espagnols qui sont optimistes et confiants dans l'avenir. J'ai le regret de vous dire qu'en France, c'est juste l'inverse. Le dernier sondage qui vient de sortir, il date de cette semaine. C'est 54% des entrepreneurs français qui n'ont pas confiance dans l'avenir et qui sont plutôt aujourd'hui inquiets de l'avenir au niveau national. Donc c'est juste l'inverse. Donc effectivement, dans un contexte où la croissance est très faible en France, où il n'y a pas de stabilité et de visibilité, l'une des solutions pour bon nombre d'acteurs, c'est aussi de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et pour être moins dépendant de la France, c'est le cas de l'entreprise que je préside, on se dit, si on veut durablement être indépendant, il faut aussi qu'on soit sur des territoires autres que le territoire national pour être moins indépendant de l'actualité nationale, tout simplement. Alors justement, pour revenir un peu sur tout ça et garder ce cadre d'optimisme qu'on adore, est-ce que c'est une espèce de cataracte entrepreneuriale, je sais pas, mais si on reste là-dessus, moi à titre personnel, mon impression c'est qu'au final on vit aujourd'hui dans un monde où les crises viennent, se chevauchent, un contexte politique, un contexte géopolitique, et au final, est-ce qu'on va arriver à des moments où tout le monde sera d'accord pour dire qu'on n'est pas en crise et qu'on est en croissance générale? J'en suis plus si certain. Et par ailleurs, on vit une période qui est, d'un point de vue économique, entrepreneurial, assez excitant. D'ailleurs, si on regarde nos contextes
nos contextes régionaux. On est en Espagne. L'Espagne a une très belle croissance qui tire l'Europe. Et la France est le pays qui attire les investissements internationaux. Donc ça, c'est un contexte extrêmement riche. On a aussi un champ des possibles technologiques avec l'intelligence artificielle qui s'ouvre et qui, en tout cas moi je le crois, va créer un espèce de nouvel Eldorado, en tout cas qui va apporter beaucoup de changements. Donc vous avez forcément beaucoup de hauteur par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui prédomine? Comment est-ce que vous voyez cette espèce d'ambivalence entre un champ des possibles, plein de choses qui vont très bien, et puis une espèce de morosité peut-être un peu culturellement française, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit culturel, mais quoique, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement, vous l'avez dit, beaucoup de transitions à opérer avec une forme d'accélération de multiples phénomènes. Ça nous donne un peu le sentiment qu'on est un peu à une fin de cycle et qu'on va vers quelque chose de nouveau. Alors la question, c'est comment on organise cette bascule de l'ancien monde vers le nouveau monde. Avec, quand je parle de fin de cycle, c'est aussi sur des schémas de pensée d'avant, des modèles qui ont été construits. Je pense notamment au financement de la protection sociale en France qui date de l'après-guerre, où la démographie était différente, l'économie était différente. Et donc, il faut s'obliger aujourd'hui à repenser un certain nombre de choses. Alors après, pour repenser les choses, effectivement, il faut faire ce travail en profondeur, mais avec une volonté forte et du courage politique pour pouvoir réformer. Et la situation politique en France est telle que, comme il n'y a pas de majorité, il n'y a pas les bases qui permettent d'engager ces réformes. Ce qui explique en partie d'ailleurs la situation de blocage dans laquelle le pays est actuellement. Donc il y a une dimension... il y a les dimensions géopolitiques avec tout ce qui se passe dans le monde et tous les enjeux qui s'opèrent actuellement, et puis une situation particulière de la France qui est en lien avec ces situations politiques au moment où il faut bouger beaucoup de choses. Sur les enjeux internationaux, il y a une forme de prise de conscience sur le fait que la mondialisation heureuse est finie. Nous restons... au MEDEF, convaincus que le libre-échange, que la liberté est vertueuse et souhaitable. En revanche, les crises récentes qui se sont succédées, notamment la crise sanitaire Covid, nous a montré combien il était important que la dépendance, notamment sur les intrants nécessaires à la production, créait des difficultés. Et qu'à un moment donné, si on pouvait être moins dépendant de certains pays étrangers, ça pouvait être évidemment que mieux. Et donc la nécessité de réindustrialiser la France pour produire plus en France s'impose. Je rappelle que ça fait quand même quelques décennies que depuis les années 80, l'industrie française a été quasiment divisée par deux en nombre d'emplois et en part de contribution au PIB. Là où les Allemands sont à 20%, nous on était à 20% en 80, on est à 10% du PIB sur la production manufacturière. Donc ça veut dire que petit à petit, depuis plusieurs années, l'activité économique, la partie industrie est moins présente parce que les entreprises ont délocalisé, parce que le coût du travail est plus attractif dans d'autres territoires, et puis les échanges, la mondialisation, accompagner tout ça. Et donc là, il y a une prise de conscience, on se dit, on ne peut pas continuer comme ça, parce que cette dépendance, au-delà du fait d'avoir une balance commerciale déficitaire, notamment en direction de la Chine, on a 43 milliards d'euros de déficit budgétaire en lien avec cette balance commerciale déficitaire chinoise. Donc il y a des enjeux, au-delà des enjeux financiers, de dépendance qui fait qu'à un moment donné, il faut réagir. Donc comment on fait pour réindustrialiser le pays? Ça devient maintenant une priorité. Donc, il y a le sujet de l'attractivité que vous avez évoqué. Et effectivement, en France, il y a des atouts. C'est un pays qui attire des investisseurs, des projets, et qui redevient attractif sur un certain nombre de points grâce à une politique de l'offre qui a été menée, qui a permis depuis 2017 de baisser
les coûts, les impôts de production. Mais on arrive un petit peu aux limites de ce système pour des questions budgétaires. Donc il y a en ce moment une remise en cause de ça, au moment où il faudrait accélérer la réindustrialisation et les conditions pour permettre aux entreprises de s'installer. Et donc on est confronté à un double problème, c'est les enjeux de compétitivité au moment où le budget de la France est exsangue et la dépense publique continue d'augmenter, avec évidemment une quote-part de la partie sociale qui devient lourde sur la partie retraite, famille, santé. Bon, donc on a un problème de budget. Et puis un coût du travail qui reste encore très élevé. Voilà, le coût horaire moyen en France est 47 € de l'heure chargée. C'est 20% de plus que nos voisins allemands. Et bien sûr, alors je n'ai pas la comparaison avec l'Espagne, pardon, mais je pense que vous êtes plus compétitifs que nous de ce point de vue-là. Et donc à partir du moment où on a un coût du travail qui est important, avec des charges pour les entreprises importantes, on prend le risque évidemment de décrocher. Et c'est ça qu'il faut absolument restaurer. Au moment aussi où la France, comme l'Espagne, on n'est pas tout seul, on est en Europe. Et évidemment, il y a la politique européenne qui intervient sur bon nombre de sujets. Et là aussi, le sentiment que nous avons, c'est que, alors pardon de dire ça comme ça, c'est un peu caricatural ce que je vais vous dire, mais le sentiment que ça donne, c'est que depuis quelques décennies, on n'a pas suffisamment observé ce qui se passait dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui aspiraient à la puissance, Chine, États-Unis, Russie, etc. Et nous, en Europe, on aspirait au bien-être. Et donc, Et donc, au fur et à mesure que les autres pays ont eu des politiques qui produisent des effets en termes de conquête et de puissance, nous, on était sur des sujets de normes, d'environnement, de contraintes, pour de multiples et pour de bonnes raisons, pour la plupart, mais qui se traduisent en réalité par une forme d'empêchement et de contraintes qui deviennent trop lourdes aujourd'hui. Et donc il y a une forme de prise de conscience, je fais référence au rapport Draghi sur le sujet, qui a clairement fait état du fait qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc cette prise de conscience, elle est actuellement prise. Maintenant, il faut la rendre concrète, sans remettre en cause les principes des enjeux environnementaux, des sujets climatiques. Comment on rend possible une trajectoire qui respectera ces enjeux, tout en rendant possible de continuer à avoir de la croissance en Europe et produire en Europe. Et donc, le devoir de vigilance, toutes les mesures qui ont été prises, évidemment, on demande aujourd'hui à ce qu'elles soient suspendues ou décalées, ou en tout cas provisoirement atténuées, pour que on ne bloque pas tout simplement l'activité. Et plutôt que de produire du reporting, on puisse produire un petit peu plus dans les différents pays. Alors, ça c'est la règle générale en Europe. Et c'est pour ça que le MEDEF aussi s'est beaucoup investi, mais c'est assez récent, ça fait depuis 1 an, on a beaucoup accéléré notre implantation à Strasbourg et à Bruxelles, à la Commission et au Parlement. On a créé une maison de l'Europe pour pouvoir être présent en amont des décisions, plutôt que de subir a posteriori. On est sur la balle en amont. Et donc on fait un travail, c'est Fabrice Le Sachet, le vice-président en charge de ces questions au MEDEF, qui fait un travail formidable avec les équipes. Et on voit que, voilà, avec les patronats européens, on arrive maintenant à se concerter et à faire vraiment un travail très qualitatif sur ces sujets-là pour que les décisions politiques prises au niveau de l'Europe tiennent compte des enjeux économiques. Après, il faut convaincre, notamment un pays comme la France, que les extrapolations, parce qu'on voit bien que des mesures prises au niveau de l'Europe ne sont pas appliquées de la même façon dans tous les pays. Il y a des pays où ça se passe plutôt bien. En France, pour des questions multiples, il y a une surtransposition d'un certain nombre de mesures qui complexifient encore plus les sujets. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à corriger. C'est aussi ce qui fait notre richesse. On aimerait maintenant en savoir un peu plus sur vous.
qui vous êtes, votre parcours. Et donc, je me suis noté quelques petites questions. L'idée, c'est d'avoir des réponses qui soient courtes pour changer un peu le format. Déjà, donc, où êtes-vous né ? Je suis né en France, en particulier à Laval, en Mayenne. Donc la Mayenne, c'est un formidable territoire qui est dans les Pays de la Loire, mais aux portes de la Bretagne. Quel était votre premier job ? Alors le premier job, c'est une maison d'édition. En fait, paradoxalement, je n'ai jamais eu l'occasion de chercher un travail, puisque je suis sorti de l'école et j'ai créé une entreprise, une maison d'édition, qui faisait de l'édition pour les jeunes, pour la presse étudiante, qui parlait d'orientation scolaire et d'insertion professionnelle. Quel a été votre plus gros fail ? Votre plus gros fail, vos plus gros échecs ? Plus gros échecs, j'en ai eu comme beaucoup. Moi, je pense que les échecs sont très importants parce que sinon, c'est pas tant d'avoir un échec que ce qu'on fait de l'échec et comment on le transforme comment on apprend de ces échecs. Je dis souvent, et je le dis souvent aux équipes, l'échec est le brouillon de la réussite potentiellement. Donc c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. De façon très, très précise, on est engagé dans le sponsoring sportif. Nous sommes armateurs d'un bateau qui s'appelle Actual, un trimaran, un multicoque, qui fait la course océanique. On est très fiers de ça. Et il y a des conditions à réunir pour gagner des courses. Et puis, parfois, même si on réunit toutes les conditions, les aléas font qu'on peut avoir des difficultés. Et en 2017, au large du Cap Horn, on essayait de relever un défi. Et on a perdu le bateau, il a chaviré, cassé, on a failli perdre et le bateau et le marin. On a sauvé le marin, on a perdu le bateau. Ça aurait pu être la fin de l'histoire de la course au large pour Actual, parce que c'était une grosse déception. Mais à ce moment de la déception, l'échec, il y a eu une forme de formidable solidarité en entreprise autour de cette situation. Et ça nous a permis de rebondir en achetant un nouveau bateau qui était plus performant que celui qu'on avait perdu. On n'aurait jamais osé acheter le bateau si on n'avait pas eu cet échec-là. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des bateaux les plus rapides au monde. Et donc, pour le coup, voilà. Votre plus grand déclic professionnel ? Pardon ? Votre plus grand déclic professionnel ? Déclic professionnel. En fait, ça s'est construit un petit peu au fil du temps, mais de l'activité initiale d'agence d'emploi, de recrutement, et à regarder les équipes et à les écouter, et notamment les publics qu'on accompagnait. Moi, au fil du temps, je me suis forgé la conviction que ce qu'on faisait était très utile et que socialement, humainement, on faisait juste un travail formidable. Et c'est ça qui a été vraiment le moteur du projet ambitieux que nous avons aujourd'hui. On a envie de le faire plus parce qu'on a la prétention de penser que ce qu'on fait est utile pour les gens et pour la société. Voilà. Est-ce qu'il y a un entrepreneur français que vous admirez ? Il y en a beaucoup qui sont inspirants, des grands capitaines d'industrie dans multiples domaines. Alors évidemment, il y a des noms que vous connaissez tous. Il y en a qui sont plus discrets, moins publics, mais qui font des travaux formidables. Le nouveau président d'Assaut Aviation et Extrapied, typiquement, fait partie des personnes que je trouve inspirant dans sa façon d'opérer. Et puis à mon niveau, j'ai eu des mentors dans le passé aussi, dans des domaines variés, notamment dans le domaine des centres d'appel en particulier. Il est retiré des affaires aujourd'hui, mais il s'appelle Jean-Pierre Scotti. Ça fait partie des personnes qui m'ont beaucoup inspiré dans leur façon d'opérer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve dans l'entrepreneuriat français aujourd'hui ? Moi, je pense que ce qu'il ne faut pas, c'est céder au pessimisme, justement, rentrer dans une phase de... Voilà, je reste convaincu que tout est possible et qu'il y a des solutions, il y a des voies de passage. Peut-être que la situation difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui, potentiellement, peut nous apporter, une fois la bascule opérée, de formidables opportunités. Parce que qui aurait dit, il y a encore même 10 ans, que les sujets de souveraineté économique seraient revenus sur le devant de la scène, que pour sauver l'écologie et pour avoir un impact positif, il faut produire plus sur le territoire national. Enfin,
ouais, donc moi, je suis évidemment très optimiste là-dessus. Ce qui m'insupporte, alors c'est pas tant dans la sphère de l'entreprise que dans la sphère publique, c'est c'est pas possible. C'est quand on nous dit telle ou telle chose n'est pas possible, ça me donne envie de faire 2 fois plus. Et pour finir, Espagne ou France pour entreprendre? Espagne ou France, je pense que les 2 pays ont une proximité géographique, évidemment, qui nous est donnée, qui est naturelle et qui doit favoriser, qui doit permettre encore plus d'échanges, d'interactions. Le fait que vous ayez 3% de croissance au moment où on est à 0 en France, ça doit inciter beaucoup plus d'entrepreneurs de venir voir ce qui se passe ici et de vous aider. On a besoin de vous pour nous... parce que potentiellement, si vous êtes à 3% actuellement, il y a forcément des choses qui ont été faites ici qui méritent d'être prises. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'observation. Et donc je pense que ces 2 pays méritent d'être encore plus liés. Et là, je pense que ce lien, au-delà des enjeux diplomatiques, c'est des intérêts économiques. Et donc les partenariats économiques, les collaborations économiques peuvent apporter beaucoup de solutions et d'impact au niveau Europe, mais pour les 2 pays et pour l'Europe, et au niveau mondial aussi. Et je pense que l'Europe sera forte si les pays de l'Europe sont forts. On a besoin d'une France forte et d'une Espagne forte. Peut-être qu'avant de te laisser conclure, Sarah, ça me donne envie de voler une question à un podcasteur, peut-être que certains d'entre vous connaissent, Mathieu Stéphanie. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, si vous en aviez la possibilité aujourd'hui, Samuel, au jeune Samuel qui sort de ses études, par exemple, autour de la vingtaine, si vous aviez l'occasion d'avoir une discussion avec lui, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est un jeune qui est où? Il est en France ou il est ici en Espagne? Le vrai vous, la vraie personne que vous étiez à une vingtaine d'années, si le vous d'aujourd'hui pouvait parler au vous d'une vingtaine d'années. Je lui dirais qu'il faut oser, il ne faut pas avoir peur de l'avenir et après ça dépend du profil évidemment et de ses aspirations, mais l'entrepreneuriat a beaucoup de vertus. Quelle que soit la nature du projet porté, il faut le faire avec de l'ambition. C'est un sujet qui m'a beaucoup frappé aussi quand je suis allé aux États-Unis. Quand on demande à un jeune Français qui entreprend quelle est son ambition, au début de son projet, quand il dit qu'il va potentiellement être le premier acteur de son département ou de sa région, c'est déjà énorme. Quand il prétend pouvoir devenir numéro 1 français, ça arrive parfois, mais c'est plus rare. Quand on demande à un Américain qui entreprend ce qu'il veut faire, il nous dit tout le temps qu'il veut être champion du monde. Donc il veut conquérir le monde. Donc c'est ça en fait. Il y a des sujets culturels. Donc je dis ne vous limitez pas. Allez au bout de vos rêves et rendez ça possible par la volonté. Et surtout, il y a un projet ambitieux pour avoir de l'impact tout simplement et que ça puisse porter. Donc osez et voyez loin. Super. Peut-être avant de conclure, c'est ce que j'allais dire. Donc on enregistre en public pour ceux qui nous écouteront en podcast audio. Est-ce que une question de Jean, c'est ça, qui a une entreprise dans le monde de l'alcool, de spiritueux, et qui demande à Samuel comment est-ce qu'on voit quel est le champ de vision et comment est-ce que le monde de l'entreprise va évoluer, notamment avec les révolutions technologiques autour de l'intelligence artificielle et le marché de l'emploi. Alors, le secteur des vins spiritueux, qui est un secteur qu'on suit de très près actuellement, avec évidemment les enjeux de droits de douane, etc., avec ce qui se passe avec les États-Unis. Sur la question de l'emploi, même chose, l'emploi n'échappe pas à un certain nombre de transitions et d'accélération aussi dans beaucoup de domaines. On constate plusieurs phénomènes. Déjà, le premier d'entre eux, c'est que contrairement à ce qui se passait il y a 50 ans, quand on sort de l'école aujourd'hui, on ne fait pas carrière de l'entreprise en CDI toute sa vie, dans la même entreprise, etc. Il y a une aspiration à plus de liberté, et donc les parcours professionnels se feront nécessairement en combinant différentes étapes et différents parcours. À cause de l'accélération aussi des mutations avec les enjeux technologiques et l'évolution des métiers,
Beaucoup de nouveaux métiers vont apparaître, certains vont disparaître. Il est difficile d'avoir un système de formation initiale qui répond aux besoins de toute la carrière. Donc, plutôt que de chercher à avoir des compétences techniques, il faut avoir des bases solides dans l'enseignement pour pouvoir, après, être formé tout au long de sa vie pour pouvoir répondre aux enjeux d'évolution. Ça, c'est la deuxième constante. Et puis après, le marché, aujourd'hui, il est très fragmenté. Entre ceux qui sont employables, très employables, parce que les compétences, ils disposent des compétences adaptées aux besoins, ceux qui sont moins employables parce que moins adaptés, et ceux qui ne le sont pas du tout, etc. Et il y a une corrélation directe entre l'employabilité et la confiance. Donc si on est très employable, on est plutôt confiance à l'avenir, et si on l'est moins, on est plus pessimiste, etc. Et ça donne des comportements face à la recherche d'emploi qui sont différents. Vous savez, après la période Covid, on a dit qu'il y a une grande démission aux États-Unis. Alors nous, on n'a pas eu une grande démission. En revanche, il y a eu une grande rotation. Ça veut dire que les personnes se sont dit, finalement, ce que je fais, est-ce que ça a du sens? Est-ce que je suis dans la bonne entreprise? Donc il y a le sens donné au travail, la place du travail dans la vie évolue. Et donc il faut réussir à concilier ça. C'est pour ça que les entreprises ont un enjeu aussi d'attractivité sur la marque d'employeur, etc., pour pouvoir donner du sens au travail. Donc en synthèse, on a des parcours qui vont être plus fragmentés, avec des personnes qui sont en quête de sens, avec des modalités différentes. On voit que le CDI en France, c'est le contrat commun. Toutes les autres formes d'emploi sont dérogatoires. On a de plus en plus de formes flexibles qui n'apportent pas en réalité, ces flexibilités n'apportent pas plus de sécurité. Certains même, ça les précarise un peu plus. Moins de protection sociale, ils sont tout seuls, etc. Donc il y a des nouveaux acteurs qui interviennent pour intermédier, pour accompagner ces publics nouveaux, les freelances, les indépendants, le portage salarial, il y a différentes modalités. Et donc, voilà, ce qui va évoluer, c'est qu'il y aura de plus en plus de solutions les unes à côté des autres, avec des aspirations différentes à chaque étape de la vie. Ce qui est important, c'est pas d'être tout seul face à ce sujet-là, mais de se faire bien accompagner, coacher. Donc je pense qu'il y aura plus d'enjeux d'évaluation pour identifier les capacités et la motivation, pour proposer évidemment les missions et les jobs qui vont bien, avec des solutions multiples. Donc et puis évidemment, je n'ai pas évoqué sur le digital, mais le digital transverse complètement aussi en termes d'usage. Tous les acteurs de l'emploi devront aussi se doter d'outils pour interagir et être effectivement au bon moment pour pouvoir gérer les carrières à ces différents moments. Donc ça bouge aussi beaucoup sur ce marché. Dans 15 ans, comment sera le marché? Dans 15 ans, je ne suis pas devin, je sais pas, je peux pas difficilement répondre à cette question. Alors, si la question posée, c'est de savoir si l'IA va détruire beaucoup d'emplois, oui, ça va en détruire. Ça va en créer aussi beaucoup d'autres. Ce phénomène-là, il n'est pas nouveau. Il y a toujours eu, en Espagne, j'imagine qu'au début, il y avait encore des gens qui allumaient les lampadaires pour les bougies. Depuis l'électricité, c'est fini. Ouais, donc ces métiers ont disparu, d'autres sont arrivés. Donc l'enjeu, en revanche, c'est de s'assurer qu'avec ces évolutions de ces nouveaux métiers, on ait la capacité de former au fil du temps les personnes pour que les personnes restent à côté en marge et privées d'accès à l'emploi. Et puis, le dernier sujet aussi sur ce point-là, c'est que il y a une vraie question s'agissant du logement et de la mobilité. On a trop de personnes qui sont en difficulté aujourd'hui sur le marché du travail, privées de travail, parce qu'ils cherchent le travail à proximité de là où ils résident. Et donc, et ça, c'est un sujet en France qui n'a pas été suffisamment pris en compte non plus. Et donc, comment on organise la mobilité au niveau logement pour que les personnes puissent trouver du travail là où il y a du travail et pas là où ils résident. Et donc, il faut qu'on organise aussi les mobilités. Voilà, c'est un enjeu très, très important. Et donc, les formes de logement vont aussi évoluer. Et c'est ça qui est important. Au-delà des infrastructures,
favorisant la mobilité. Merci Samuel pour Merci cet échange très enrichissant. Je pense qu'on a à peu près balayé pas mal, tous les sujets qu'en tout cas nous on voulait aborder. Si jamais vous voulez retrouver l'interview complète, ce sera sur nos réseaux respectifs et chaînes de podcast, donc Palmbox Espagne et The Tech Nation. Je vous remercie encore et très belle journée. Merci beaucoup Samuel et merci à tout le monde. Merci.